Marie-Lise de Kerangal, danseur, plongeur, descripteur, la puissance politique de la description littéraire. Je cherche un mot, ça commence comme ça. Je veux écrire la course d'une femme une nuit d'hiver sur une route de campagne, les muscles qui chauffent, le corps qui fume dans l'air glacé, cette charge physique qui porte l'idée d'urgence, cette fuite à perdre haleine qui déclenche la peur. Je cherche un mot qui ne vient pas. Je m'agite, je remue sur ma chaise, je procède par encerclement, je rappelle des phénomènes de combustion thermique, des mécanismes de moteur à propulsion, je convoque l'idée de corps-machine, de cerveau coupé par la terreur. J'accumule des mots proches, espérant faire apparaître en creux celui que je cherche, et peut-être que je tape du pied sous la table, que je claque des doigts au-dessus du clavier de mon ordinateur. Mais toujours un mot me manque. Je reconnais cette impatience, je l'attends. Elle joue dans mon travail comme un double signal. Elle me rappelle qu'aucun mot n'est une solution à ma phrase, qu'il n'en est pas un pour la décongestionner, pour la résoudre comme on visse un boulon sur son petit mécano. Elle me prévient que j'ai atteint cette zone de l'écriture où quelque chose se déclenche, où, à l'impatience du mot qui manque, succède le déploiement d'une durée, celle de la phrase, puis celle des phrases suivantes, qu'elles soient hallucinées ou méticuleuses, continues ou disruptives. C'est dans ce premier mouvement, dans cette première sécession vers une durée forcément dissidente, réfractaire, d'insynchronisée, des horloges terrestres, que je situe la possibilité de la littérature, sa chance. Or, instaurer dans sa vie une temporalité autre ne relève en rien de l'évidence d'une déclaration d'intention. S'y joue l'inconfort d'un déroutage intérieur, d'un décrochage à bas bruit, et une endurance à repartir de loin, à repartir de rien, à tout reprendre, à chuter sans peur dans un temps troublé, feuilleté, sans borne, ce temps vertigineux où cohabitent la lenteur et l'urgence, la fulgurance et le ressassement, où loge un jeu de vitesse capable de s'ajuster à celui du monde. Pour autant, ce déplacement dans le temps est une condition de la littérature quand celle-ci se donne pour dessein de représenter le monde, d'en livrer un récit, une narration. Car le sens de la durée, sa visée intrinsèque, c'est l'attention, c'est de rendre possible l'attention aux situations, aux êtres, aux espaces, aux sentiments, aux choses, au monde qui m'inclut et d'où j'écris. En ce sens, contrairement à un partage de territoire convenu et à une distribution de responsabilités qui engagerait la littérature du réel et dont serait délestée la fiction, la description est l'affaire de toutes les écritures. Si l'attention se manifeste dans différents usages de la langue, c'est dans la description que je trouve, moi, de quoi m'y tenir. C'est dans cette écriture qui induit l'attention que j'ai situé l'un des enjeux de mon travail. De fait, j'aime décrire, j'aime ce geste, j'aime le faire, ce que cela me demande comme présence, comme dépense, comme ferveur, ce que cela provoque comme étonnement, et comment cela m'engage dans le roman. Loin d'être une sortie de la fiction, j'ai le sentiment au contraire que la description est ce qui l'autorise, qu'elle est ce qui me permet d'y accéder, que je dois décrire pour imaginer, inventer. Je regarde ainsi mes livres comme des variations de l'acte de décrire qui, plus que de travailler à l'élucidation d'un monde, chercherait plutôt à entrer en intelligence avec lui, autrement dit à rendre compte de sa nature embrouillée, dissonante, opaque, agencée, de sa beauté trouble. J'y trouve une forme de passion, celle de me confronter d'emblée à une pluralité impossible à représenter. Cette passion a échoué, que porte toute tentative de description. C'est une opération paradoxale qui ressemble à une torsion du corps, une sorte de danse. Décrire demande de s'approcher dans le retrait, de s'affranchir pour se river, de se déprendre pour mieux prendre. Méprise de la pression du temps capitaliste, celui qui ne cherche pas son mot, justement, celui des mots comme ils viennent, celui des mots qui précèdent les choses sans leur laisser le temps d'advenir, celui du langage standardisé qui coule sur les plateaux des chaînes d'infos en continu, et les propos de tribunes tellement pressées d'interpréter, de décrypter les signes, et des prises d'une culture du regard qui commence paradoxalement par se défier de l'œil. À rebours du soupçon jeté sur les apparences qui forcément illusionnent, sur les images qui forcément mentent, les façades qui éblouissent et les parois qui forcément dissimulent leur petit tas de secrets, la description demande de s'en remettre aux surfaces, de s'en remettre calmement, empiriquement, concrètement
aux surfaces. Je cherche alors une phrase qui se fait elle-même, surface, prend la texture du monde comme pour prendre langue avec lui, de la phrase lasso qui saisit à la phrase faisceau qui divulgue, de la phrase éventail qui déplie à la phrase peau qui chauffe, se dilate, augmente, absorbe. Mais avant toute chose, une phrase qui rend compte. L'été dernier, dans la grotte de Pêche-Merle, le guide, de son faisceau lumineux, a suivi sur la paroi les contours d'une figure indécelable à nos yeux, un tracé daté de 24 000 ans, un temps irreprésentable, indicible, un temps dont je ne pouvais pas même avoir une intuition. Pour la faire exister, il l'a décrite. Décrire, parfois, c'est seulement permettre que quelque chose d'indicible puisse exister dans une phrase, d'en prendre acte. Cette écriture tendue vers les surfaces engage un parti pris de la matière, un parti pris des choses, et j'ai trouvé dans l'œuvre de Ponge un possible programme littéraire, un horizon d'écriture, écrire à la culotte des choses, dans un geste de captation et de restitution du monde physique, dans sa nature évidente et énigmatique. La manière dont Ponge rend compte des objets, cajots, bougies, galets, savon, son art de la description comme description, la précision et la profondeur avec lesquelles il s'empare des réalités matérielles les plus prosaïques et les plus négligées, la manière dont il les imagine continue de m'inspirer. C'est en cet endroit que d'écrire permet d'atteindre une empathie enfin délestée de son aura morale, une empathie devenue de la sorte un affect politique, capable justement d'entrer dans la politique. Décréter à la hâte que toute littérature est politique, soutenir par exemple que tout roman qui se donnerait pour un motif, un sujet de société, un thème d'actualité est de facto politique ne suffit pas. La littérature n'est pas politique dans les sujets qu'elle se donne, mais d'abord dans la forme qu'ils y prennent. C'est une disponibilité, une patience et une disposition à la complexité. C'est aussi une faculté à retenir le plus longtemps possible une interprétation. Capter, restituer, transcrire, saisir, prélever. Ces verbes laissent penser que produire de l'attention serait aussi simple que presser le bouton enregistreur d'une caméra, celui du dictaphone d'un téléphone portable, que maintenir la narration au ras de la perception sensorielle connectée au monde matériel relève d'une simple affaire de dispositif. Or, représenter ce qui relève de l'expérience du corps, son caractère singulier, irréductible, est précisément ce qui me conduit souvent à piétiner sous la table, à claquer des doigts au-dessus du clavier de mon ordinateur. Le frottement d'un tissu sur la peau, le chant d'une chouette nichée dans l'arbre creux, la densité fibreuse de la nuit hivernale ou la couleur du visage d'un enfant agonisant, ces sensations fugitives, ces émotions physiques, me semblent plus complexes à figurer que les grands motifs, guerre, amour, famille, bénéficiant déjà de représentations communes. Parfois, pour se figurer l'expérience de l'autre, on trouve des biais, on cherche une analogie, on va puiser dans la mémoire du corps. Ainsi, je me souviens d'une visite au Tenement Museum de New York, où pour raconter la dureté de la vie quotidienne des immigrants, l'absence d'eau dans ces immeubles du Lower East Side, le guide nous avait réunis devant la pompe de la cour et tendu un seau de cailloux au poids équivalent à celui du seau rempli d'eau. Nous l'avions soupesé à tour de rôle et fait l'expérience du poids qui déséquilibre la démarche, de l'anse de fer qui cisaille la peau pour se donner une chance d'imaginer l'ascension des escaliers plusieurs fois par jour. Pourrait-on imaginer produire une même analogie dans l'écriture ?